Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Alors, avant de voir les choses de manière un peu plus quantitative et d'effectuer divers raisonnements sur les trous noirs, euh, nous avons vu comment ils se forment, alors maintenant nous allons parler un peu euh, qualitativement des trous noirs et parler de la déformation de l'espace-temps. Alors ce concept de corps qui retient la lumière est en fait assez ancien. Et il avait été imaginé par Laplace, à l'époque de la physique classique, sous la dénomination de corps sombre. Le raisonnement utilisait la physique classique et l'idée newtonienne que la lumière était constituée de petits corpuscules massifs se déplaçant à grande vitesse et obéissant aux lois de la balistique classique, comme le font les balles de fusil ou les pierres que l'on peut jeter. On appelle vitesse d'évasion la vitesse verticale à communiquer à un objet pour qu'il s'échappe à l'infini, c'est-à-dire pour qu'il échappe à l'attraction des corps massifs. Alors ce n'est pas directement applicable par exemple, une fusée, parce qu'une fusée, on ne se contente pas de la lancer comme avec une catapulte, mais on pousse continuellement pour la forcer à monter encore et encore. Ici, on parle d'un objet que l'on jette et qui part alors librement. Là, sur la Terre, la vitesse d'évasion est de 11 km par seconde, ce qui est très grand. C'est une vitesse énorme, et ça explique d'ailleurs la difficulté de quitter le plancher des vaches. Une fusée doit pousser continuellement pour échapper à l'attraction terrestre, mais elle doit le faire longtemps parce qu'elle est incapable de se projeter d'un seul coup à une telle vitesse. Donc elle monte doucement en poussant très fort pendant longtemps. À noter d'ailleurs que si on lançait une fusée à une très grande vitesse dès le départ, ce serait plus facile et beaucoup plus économe en énergie. Mais l'accélération serait tellement brutale que tout serait détruit dans la fusée, y compris les astronautes s'il y en a. Si vous aviez assez de force pour lancer une pierre à cette vitesse, 11 km par seconde, en négligeant les frottements d'air, celle-ci serait éjectée dans l'espace et ne reviendrait pas. Laplace imagina que si un corps était suffisamment massif, très massif, beaucoup plus que la Terre, la vitesse d'évasion pourrait atteindre 300 000 km par seconde, qui est la vitesse de la lumière dans le vide. Dans ce cas, même la lumière finirait par retomber sur ce corps. Elle n'aurait pas une vitesse suffisante pour s'échapper à l'infini. Toutefois, avec des gravités aussi intenses, la physique classique ne peut s'appliquer. De plus, la lumière ne se comporte pas comme un objet obéissant aux lois de la physique classique. Elle n'est pas composée de petits corpuscules massifs, elle est même sans masse, et qui se comporteraient comme des billes. La relativité affirme, et l'expérience le confirme, que la lumière se propage toujours à la vitesse c, 300 000 km par seconde, dans le vide, et donc ne diminue pas. Par conséquent, elle ne serait pas retombée sur le corps, car pour cela, il faudrait que sa vitesse diminue, s'arrête et puis reparte dans l'autre sens. Dans des circonstances aussi extrêmes, la situation ne peut être décrite que par la relativité générale. Pour celle-ci, la gravité n'est pas une force, mais la conséquence de la déformation de l'espace-temps par le corps massif. Les objets libres, suivant les géodésiques de cet espace-temps qui est déformé, ils sont déviés par la présence des corps massifs.
Déjà, Newton avait imaginé aussi qu'un corpuscule massif passant au ras du Soleil serait dévié par l'attraction gravitationnelle. Einstein a effectué le même calcul dans le cadre de la gravitation de la relativité générale. Cette fois-ci, un corps tel que un grain de lumière se déplaçant à 300 000 km/s serait aussi dévié parce que l'espace-temps est déformé, mais le calcul montrait une déviation plus grande, 2 fois plus grande que la déviation calculée avec la physique classique. Et cela fut rapidement constaté lors d'une éclipse solaire en regardant le décalage observé dans la position des étoiles entourant le Soleil. Ce fut la première et grande confirmation célèbre de la relativité générale. Un trou noir correspond à une déviation particulièrement extrême de l'espace-temps. C'est la situation où l'espace-temps est tellement déformé que qu'au niveau de l'horizon, il n'existe que des trajectoires se dirigeant vers l'intérieur. Les trajectoires pour des corps libres étant des géodésiques, mais des géodésiques de type temps, c'est-à-dire dans un espace-temps, des géodésiques, des lignes allant du passé vers le futur, des trajectoires de type temps. Il n'existe tout simplement pas de trajectoire de géodésique de type temps allant de l'intérieur vers l'extérieur. Il est faux de dire que la lumière quitte le trou noir puis retombe. En réalité, la lumière ne peut pas quitter le trou noir parce qu'il n'existe pas de trajectoire menant de l'intérieur vers l'extérieur. Quelle que soit la direction qu'elle prenne, c'est une direction qui l'amène vers l'intérieur. L'horizon introduit donc une coupure causale, la notion de causalité, de cause à effet, une coupure causale entre l'intérieur et l'extérieur du trou noir. À tel point qu'une affirmation telle que celle-ci, je suis à l'extérieur du trou noir, je l'observe, et pendant ce temps, la matière s'effondre à l'intérieur. En réalité, une telle phrase est totalement dénuée de sens. La difficulté est liée à l'expression « pendant ce temps ». Il n'y a aucune base physique qui permettrait de relier le temps qui s'écoule dans le trou noir avec celui qui s'écoule à l'extérieur, étant donné que rien ne peut en sortir, pas de lumière, pas de signal, rien du tout. Et par conséquent, on ne peut pas relier le temps qui s'écoule entre deux objets intérieurs et extérieurs. C'est assez difficile à imaginer et c'est lié au fait que dans la vie quotidienne, on peut toujours comparer, par exemple, 2 montres, 2 horloges. Et nous sommes ancrés, tant mentalement que biologiquement, que par notre éducation, par la vie quotidienne, dans la certitude d'un temps unique, global, qui battrait la mesure, le rythme de toutes choses, de tous les phénomènes physiques qui nous entourent. C'est lié au fait que nous nous représentons mentalement le trou noir, quand on essaye de penser à un trou noir, comme un film de cinéma, où le seul temps qui s'écoule est celui du film. Malheureusement, la nature n'a pas eu la bonté de s'adapter à notre vision étriquée de l'espace et du temps. Une vision étriquée adaptée seulement
à notre environnement proche. Donc ça ne simplifie pas les choses pour la représentation mentale, mais les explications, les raisonnements et des descriptions plus quantitatives, plus précises que je donnerai permettent de mieux visualiser les choses. Le temps ne peut se considérer que localement, dans le voisinage d'un événement. C'est une conséquence de la relativité restreinte tant que générale. Parce que la relativité restreinte dit que les signaux les plus rapides qu'on puisse avoir sont ceux se déplaçant à la vitesse de la lumière. Je ne vous en ai pas donné la démonstration, je ne vais pas le faire, mais toute connexion entre deux points ne peut se faire que par l'échange d'un signal, et donc on ne peut envisager les choses que localement, dans le voisinage de quelque chose. C'est encore plus vrai en relativité générale, avec l'espace-temps courbe. Où nous avons vu qu'on peut considérer que la relativité restreinte s'applique, mais seulement localement, dans le voisinage de l'événement. Et c'est aussi une conséquence du fait que lorsque nous utilisons un certain référentiel particulier, celui-ci sert à attribuer des positions et des durées aux objets à l'aide de coordonnées et d'horloges, mais il est clair que en utilisant un autre référentiel, on obtient d'autres résultats, nous en avons parlé, et donc il faut être prudent dans la comparaison de ce qui se passe en deux endroits différents, de deux points de vue différents. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.